Bonjour Gérard Araud. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant SCI, diplomate, ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis. Un mot de la situation en Ukraine. On voit bien que sur le front Est, les choses deviennent très compliquées pour les hommes de Zelensky. Vous savez, tout simplement, il y a une telle disproportion des forces entre la Russie et l'Ukraine, l'industrie d'armement, la population, et puis il y a eu aussi pendant plusieurs mois le fait que les livraisons d'armes américaines se sont arrêtées, et vous avez donc le bulldozer russe qui avance, il avance, et donc la pression sur le front ukrainien se fait très très forte, et il faut donc que très rapidement les munitions, les armements américains arrivent afin que les Ukrainiens puissent contenir la pression russe. Oui, sans quoi nous serons amenés à prendre des décisions plus engageantes, parce qu'on rappelle qu'Emmanuel Macron a dit « nous enverrons des hommes au sol si M. Zelensky en fait la demande, mais si les Russes passent, s'ils forcent le front ». Alors la question, au fond, le président de la République a déjà annoncé que il se peut qu'il y ait la question de confiance soit posée aux Européens. Supposons que les Russes percent le front ukrainien, avancent vers Kiev, eh bien la réponse, que faisons-nous ? Et donc le président de la République, je pense qu'en termes stratégiques, il a raison. Nous ne pourrions pas accepter la défaite de l'Ukraine. Ce serait pour l'Occident une telle perte de prestige que ce serait une défaite que nous ne pouvons pas accepter. Mais évidemment, poser la question maintenant, ça suscite évidemment les réactions de l'opinion publique. Et donc ce genre de décision, c'est à chaud qu'on le prend. Et Dieu merci, on n'en est pas là. Que de temps perdu, Gérard Araud. 2 ans. Alors, je crois que vous avez raison de poser cette question. Finalement, nous les Occidentaux, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, nous avons un peu chipoté. C'est-à-dire, on a système d'armes par système d'armes. Vous vous rappelez les débats que vous avez eus sur vos plateaux? Est-ce qu'on envoie des canons? Est-ce qu'on envoie des avions? Est-ce qu'on envoie des chars? Et ça n'avait vraiment pas de sens. L'agression russe était une agression pleine. Il aurait fallu tout de suite livrer à l'Ukraine les systèmes d'armes dont le pays avait besoin. Alors l'actualité, elle est aussi évidemment dramatique au Proche-Orient. 3 pays supplémentaires avant-hier ont reconnu l'État palestinien. 2 sont membres de l'Union européenne, l'Irlande et l'Espagne. La Norvège a reconnu également. Et le gouvernement français était très clair. Pourquoi pas ? Mais pas maintenant. Est-ce qu'il faut reconnaître l'État palestinien ? Alors d'abord, la position du président de la République, c'est la position de tous les présidents de la République française depuis maintenant au moins une trentaine d'années. C'est toujours le même langage, c'est nous le ferons quand c'est utile. Moi je pense qu'à l'heure actuelle, on ne relève pas, mais d'une certaine manière, il y a des manœuvres diplomatiques. Le président de la République a reçu une délégation arabe. La délégation arabe avait des idées très précises. Vous avez aux Nations Unies, il y a à l'heure actuelle des discussions pour avoir une résolution fixant les paramètres du conflit. Et le président de la République a appelé Mahmoud Abbas parce qu'on sait très bien que toute solution passerait par une renaissance d'une autorité palestinienne affaiblie et discréditée. Et donc, je pense que le président de la République espère que dans les jours, les semaines qui viennent, les Français et quelques Européens et les Arabes puissent faire une proposition de paix. Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, les États-Unis sont hors jeu à cause de la campagne électorale. Ils ne peuvent pas faire des propositions parce que de toute façon, ces propositions ne satisferont pas Israël et aucun candidat aux élections ne peut se permettre d'avoir une crise majeure avec Israël. L'Union européenne, ils sont divisés, donc il reste quelques Européens et les pays arabes. Et je crois que le président de la République est un peu à la manœuvre pour essayer de réunir ces... Mais qu'est-ce qui pourrait changer demain pour que la France reconnaisse l'État palestinien ? Parce que vous l'avez rappelé, l'autorité palestinienne est en déliquescence. Mahmoud Abbas la dirige peu ou prou. Il n'y a pas eu d'élection depuis 2006. Il y a évidemment une discontinuité territoriale. Il y a des colonies en Cisjordanie. Bref, la situation est très complexe. Emmanuel Macron demande une réforme de l'autorité palestinienne. Si vous me demandiez de parier ma retraite, je ne la parierais pas sur un succès. J'ai 99 raisons de vous dire que ça ne marchera pas. Mais sinon, sinon on laisse cette tragédie se dérouler. Il faut essayer de faire quelque chose. Et je dirais que la reconnaissance, ça peut être partie plutôt d'un paquet cohérent. Parce que vous pouvez le faire soit comme l'ont fait les Espagnols, par exemple, mais c'est un coup, au fond, c'est un fusil à un coup. Vous le faites, puis on s'arrête là, on se fait insulter par les Israéliens et ça va nulle part. Soit on essaie de mettre ça, comme je le dis, dans une sorte de paquet
cadeau de mesures. Vous voyez, comme je l'ai dit, une résolution au Conseil de sécurité, des élections palestiniennes. Il faut avoir une vraie, quand même, un jour ou l'autre, refaire une vraie autorité palestinienne légitime, certaines garanties données à Israël par les pays arabes. Je pense que c'est autour de ça que la diplomatie française travaille. Et de nouveau, il y a une chance sur 100 que ça réussisse, mais il faut la tenter. Parce que sinon, de nouveau, nous avons une guerre sans fin. Il y a des décisions de justice qui sont prises ou des instructions qui sont en cours. La CIJ, à l'initiative de l'Afrique du Sud, parle de risque de génocide. La CPI, avec son procureur, M. Khan, qui s'est rendu à Rafah, émet des mandats d'arrêt. Alors, au même moment, d'ailleurs, c'était critiqué, mais contre le leader du Hamas et contre Benyamin Netanyahou. Mais la sensation extérieure, c'est qu'aucune donnée de droit international ne pèse sur Israël. Mais c'est pas, vous savez, c'est pas sur Israël, soyons clairs. Aucune donnée de droit ne pèse en relations internationales parce que ce sont les rapports de force qui comptent. Mais alors pourquoi est-ce que ces institutions existent? Pardonnez ma naïveté, mais... L'institution, la Cour pénale internationale, ça a été créé un petit peu dans les années 90, au moment où on espérait que l'état de droit s'impose dans les relations internationales. C'était le triomphe de l'Occident. Rappelez-vous, le bloc communiste s'était effondré. Nous espérions que les démocraties libérales s'étendent à travers le monde et donc on voulait... Bon, et la réalité est celle-là, les principales puissances au monde n'appartiennent pas à la Cour pénale internationale. Les Russes, les Chinois, les Indiens, les Américains, au fond, il n'y a plus que quasiment les Européens, nous sommes les vrais croyants de la justice internationale. Pardon de vous interrompre, mais c'est passionnant ce que vous dites. Ça veut dire qu'en gros, il y a eu un inversement des valeurs de ce que nous pensions être la valeur cardinale. On se rend compte aujourd'hui, en 2024, que ça n'est pas la démocratie, que ça n'est pas le système tel que nous le voyons. Nous sommes minoritaires. Mais oui. Là, l'Europe, nous sommes minoritaires. Aujourd'hui, enfin, vous savez, c'est cette image on en a abusé. Nous sommes des herbivores dans un monde de carnivores. C'est le retour des rapports de force, c'est le retour de la guerre. Hein. Vladimir Vladimirovitch est en train de nous le proposer. Toutes les grandes puissances sont à la manœuvre. Les budgets de la défense explosent partout. Et même les Européens s'en rendent compte. Et c'est vrai que je ne veux pas dire que la justice internationale, ça ne sert à rien. Parce que ça a un effet sur les opinions publiques, évidemment. Mais soyons clairs, si on résout la crise au Moyen-Orient, ce ne sera pas par la justice internationale et ça sera en parlant à Israël, en négociant avec Israël et en tenant compte des intérêts d'Israël. Oui, sauf qu'Israël est dirigé par un homme qui a aussi des contingences personnelles, qui est menacé par la justice, qui est dans une impasse politique. Non mais ce matin, vous voulez me désespérer. Hein, non, je vous interroge, j'essaie de profiter de votre expérience. Mais évidemment, vous avez raison. Netanyahou est soutenu par une coalition d'ultra-droite, hein, il y a même des ministres fascisants, et il ne veut pas de solution politique. C'est un des problèmes de cette opération militaire, qui n'a pas de perspective politique, parce qu'il n'en veut pas, vous avez tout à fait raison, et en plus, lorsque la guerre s'achève, il risque d'avoir des ennuis de justice. Il aura des ennuis de justice. Donc la crainte, c'est non seulement que l'opération se poursuive à Gaza de manière éternelle, si j'ose dire, mais aussi que l'opération s'étende au Liban. Donc oui, c'est de nouveau, je suis plutôt désespéré, mais il faut essayer. Même s'il y a une chance sur 100, il faut se battre pour la paix. C'est ça la diplomatie. Merci Gérard Araud d'avoir été avec nous ce matin en direct.